Bon, évidemment, j'ai attrapé un coup de soleil dans le front. Évidemment. Le voyez-vous? Ça, c'est en exclusivité sur YouTube. Sur le dessus de la Mais tête. ça paraît peut-être un peu moins. Ouais. On le voit sur le dessus de la tête. Là. Ben, ouais, c'est là que je l'ai attrapé. Parce que j'ai un dessus de la tête... À l'air libre. Voilà, À où l'air il y a de la libre. place Ouais. pour attraper Aéré. plein d'affaires. Oui, plein de choses. Un dessus de Non, mais tête aéré. évidemment, un coup de soleil. Il y a encore des gens qui n'ont pas d'électricité à cause du verglas, mais évidemment que ça se conjugue Parle-moi pas de ça. avec ça. Avez-vous passé un beau week-end? Aviez-vous de l'électricité? Non! Pour vrai? On s'en est pas parlé. Hier après-midi. Hein? Donc, t'as pas eu d'électricité 6 jours. Arrête T'es pas donc! sérieux. Qu'est-ce que t'as dit? Non, on s'en est pas parlé. Arrête Oui, c'est ça. non, on s'en est pas parlé. D'ailleurs, tu m'as pas offert l'hospitalité, ce qui... Je savais pas que t'étais dans le besoin. Si tu t'es même pas en quéri. En qui? En- En qui? Ah, qui? Tu t'es en même qui? pas enquis de ma situation. C'est vrai. J'étais un peu occupé. Tu m'as pas cela demandé. dit. Ouais. Mais c'est ça. non, j'aurais pu me manquer. là. Alors, la Pâques dans le noir, tu sais. Hi. Non, c'est pas vrai. J'ai fait T'es allé. le bohème et puis Ouais. j'ai cogné à toutes les portes, transportant ma Quand même. valise, mon baluchon et mes enfants. Ouais, quelle époque? Et puis je m'en suis tiré comme ça, Martin, sans ton veux-tu nous aide. dire ce que t'as fait en fin de semaine ou tu gardes ça pour toi? Je pense que je vais garder ça. pour moi. Tu manquais d'électricité ou tu le sais pas? Il n'y a pas manqué d'électricité. Il ne sait pas s'il y en a on, manqué. on a laissé un des enfants sans électricité à la maison. Il n'y en avait pas. C'est Bon, parent On était ingrat. ailleurs. moi, je suis chanceux. Moi, j'étais dans la petite... J'en ai manqué 3 heures. Pour vrai? Ouais, mais pas d'Internet. C'est pas une vie. 3 heures pas d'Internet? Ça a dû être Ou tu Non, l'as non, non, retrouvé? j'ai manqué d'électricité 3 heures. Hum. J'ai manqué d'Internet 3 jours, à peu près. Ça, c'est À peu inacceptable. près. Ouais. Ben, j'étais comme, hey, dans pense- un quartier là, où on paye nos taxes. Avez-vous ça sur Twitter, des gens qui se plaignaient de manquer d'électricité pendant 12 heures? Oui, là, parce qu'on que paye nos taxes. J'habite dans un quartier huppé, je paye mes taxes. Moi, c'est pas comme ça. D'abord, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'arbre, il s'entorche un peu de où est-ce que tu Exactement. habites. Exactement. Ben enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui est le pire. Avoir de l'électricité sans Internet. On vous en parlera à mon fils de 4 ans qui a eu bien la misère à comprendre pourquoi il ne peut pas regarder ses petites émissions. Gabicha. Je l'ai dit, il a été bon. Ça, c'est plus ma fille. Non, ah oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait notre segment Émission pour enfants. Ouais, ouais. Là, il y a des nouveaux épisodes d'El Capucci qui sont sortis. là. Arrête donc! Juste, juste ben, de j'en mentionner, savais c'est sur rien. audio. Alors, J'en en même savais temps rien. que vous allez vous C'est ça, vous abonner êtes là. à Tellement Hockey. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus facile à trouver sur audio. El Capucci ou Tellement Hockey? Écrivez-nous. Écrivez. Ben oui, alors on salue le collègue Alex Courteau. C'est très bon, El Capucci, on adore. Alexandre. Qu'est-ce que j'ai dit? Alexis. Ah, non, j'ai dit Alex Courteau, je pense. Ah, qu'est-ce que... Parce que je suis un gars familier. Oui. OK, aujourd'hui, le Rocket ou le Canadien? Là est la question. Ça sent la fin pour les Pingouins et les Bruins sont pas si bons que ça. C'est Tellement Hockey, épisode 232. Avec votre chroniqueur au service des sports, votre chroniqueur principal, j'ai oublié l'essentiel, j'ai nommé Monsieur Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour, messieurs. Et votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, Monsieur Alexandre Gascon. Salut Alex. Bonjour à Salut vous. Alexis. Tiens, Bonjour. je m'appelle Alexis Coupal. Ben, c'est le fun d'annoncer des belles nouvelles. Tu sais. C'est un plaisir de faire ça pour un joueur. Puis c'est fun. Je suis allé voir la game à Laval hier. Puis une grosse victoire pour eux autres. Ouais. Puis d'avoir l'opportunité d'amener une nouvelle de même à un joueur, c'est quelque chose de bien. Oui, c'était un beau moment. On va parler un peu là, de ce qui se passe dans la métropole. On ira ailleurs après parce qu'on s'entend que c'est ça notre avenir. Reste, quoique il y aura bilan, évidemment. Quand tu dis notre avenir, est-ce que tu parles des prochaines semaines ou des prochaines années? Je sais pas, mais assurément, quelque part entre les deux. Martin Saint-Louis, donc, qui a annoncé en personne à Joël Teasdale et à Frédéric Allard aussi, hein, j'imagine, Oui. qu'ils seraient tous les deux du prochain match du Canadien à l'horaire mercredi soir. Donc, quelques heures avant l'enregistrement de cet épisode. Ils étaient là, lui et Kent Hughes, et voilà. Donc, on décide d'offrir... Non seulement le titre à Radio-Canada, c'était le bonbon de Joël Teasdale, mais dans la presse, c'était aussi un bonbon. Enfin, peut-être que je mélange, mais bonbon et Joël Teasdale dans les deux titres. Jusqu'à quel point... bien évidemment, on est content pour Teasdale, là, qui a toute une histoire. Puis Alex, tu pourras faire du millage là-dessus, parce que tu la connais, tu l'as écrit. C'était bon.
C'était bon, d'ailleurs. C'est moi qui ai écrit son histoire. C'est pas juste l'article, là. Non, c'est ça, son destin, histoire. Son destin, Voilà. c'est toi qui en es l'auteur. Non, mais reste qu'on est toujours... On peut pas faire autrement que de se réjouir pour... c'est pas la fin, là, mais comme pour se réjouir pour un événement comme celui-là. Mais reste que, il y a beaucoup de va-et-vient, puis... Enfin, c'est à se demander... c'est pas toujours facile de comprendre là, qui joue où et pourquoi. Merci. Là-dessus... Bonne fin de journée, les gars. C'est vrai. Ben oui, très content pour Joël Teasdale. En partant, plus que Martin Saint-Louis, je pense qu'il était de mauvais poil hier quand même. Juste avant ce qu'on entend. Il a failli mordre Alexis, mélanger champagne. Oui, mais là, il venait de dire, parce qu'il demande, on lui Sur demande les gardiens. les gardiens, il dit je le sais pas, puis Alexis renchérit. Est-ce que Jake Allen... Je le sais pas, je l'ai dit, je le sais pas. Non, il y avait la mèche courte, là, mais je pense qu'il... Il est tanné. Il est temps que la saison. Oui, je sais pas. À bien des égards et pour bien du monde, il est temps que ça se termine. On comprend, Ouais, puis Teasdale, ben écoutez, c'est ça, c'est une belle histoire de persévérance, comme on les aime là, dans le sport en général. 24 ans aujourd'hui, ça va être son premier match dans la Ligue nationale. C'est un gars qui a été opéré au genou droit 2 fois en moins de 2 ans. Des déchirements ligamentaires à chaque fois. Pas à chaque fois, mais ça aurait pu compromettre sa carrière. Là, même si lui a dit j'y ai pensé, ce serait faux de dire que j'y ai jamais pensé, mais j'ai jamais considéré ou envisagé faire autre chose. Je n'étais pas rendu là, j'étais encore très jeune. À cet âge-là, on a des capacités de récupération plus élevées, disons. Alors, je misais là-dessus. Là. Mais oui, c'est ça, dès que sa carrière professionnelle allait commencer, pendant un entraînement à Brossard, on était au mois d'août, avant le camp d'entraînement du CH, déchirure ligamentaire au genou. Ça a pris 18 mois avant qu'il revienne au jeu. C'est sûr qu'il y a eu la pandémie là-dedans, mais quand même, il n'était pas là dès le début de la saison dans la Ligue américaine en 2021. Et puis, après 2 mois de jeu, où ça se passait plutôt bien. Même blessure, même genou, seconde opération. Il avait 21 ans ou 22 ans à l'époque. Donc, il a travaillé fort, il a trimé dur, il revient de loin, puis c'est vraiment ça. C'est lui qui employait le mot bonbon, là. C'est pour ça que ça s'est retrouvé un peu partout. Okay. Mais c'est comme ça que Martin Saint-Louis lui a expliqué, là. Récompense pour service rendu, on dirait, là. Martin nous dira probablement que ça ne marche pas comme ça dans la Ligue nationale, mais de toute façon, au point où en est le Canadien, c'est ça. On ne sait plus trop. Puis au moins, il y a une priorité qui est donnée au Rocket jusqu'à un certain point. Parce que... qui sont les seuls à disputer des matchs avec enjeu. Ce que j'aurais eu de la difficulté à voir sous l'ancienne administration, là, je ne veux pas faire le jeu des comparaisons, mais la Ligue américaine était souvent... tassé dans le coin. Je ne suis pas sûr qu'on aurait fait la même chose. Oui, parce que si Teasdale est là, c'est parce que Harvey Pinard et Ilonen sont retournés à Laval pour justement aider le Rocket à consolider sa place en série. C'est ça que je trouve que la question intéressante. Est-ce que c'est une décision d'ordre monétaire ou financier pour le Canadien ou une décision d'ordre sportif? On s'entend que si le Rocket participe aux séries éliminatoires... il y a beaucoup de milliers de spectateurs qui vont s'entasser dans les gradins à Laval. Ça va générer des revenus pour l'organisation. Alors, on renvoie Raphaël Harvey-Pinard et Ilonen pour aider le Rocket. Mais en même temps, ces 2 gars-là donc encaissent une perte salariale pour aller aider, aider le club école, alors qu'ils sont rendus à l'autre étape, clairement. Là, je pense que Raphaël Harvey-Pinard, il n'y a plus de doute pour personne. Là. Au prochain camp d'entraînement, il va être là pour aspirer à un poste... il va avoir un poste à perdre. Chez le Canadien. Poste à perdre, exact. Et Ilonen avait montré des beaux progrès aussi. Alors, on donne véritablement un bonbon à 2 gars. Alors, ne jouait pas beaucoup depuis quelque temps avec le Rocket. Teasdale n'est pas étiqueté comme un gars de la Ligue nationale. Alors, on peut soulever la question. Il y a un aspect financier là-dedans, mais en même temps, Raphaël Harvey-Pinard et Ilonen vont jouer dans des matchs significatifs alors que le Canadien se fait... Exact. Se fait ramasser. Fait 3 semaines. Oui, c'est vraiment mauvais. Si le Rocket participe aux séries éliminatoires, il y a la question des revenus qui vont être au rendez-vous pour l'organisation du Canadien, mais en même temps, ça va permettre à tous les autres jeunes de l'organisation de participer aux séries éliminatoires et de vivre une expérience de développement intéressante. Alors, c'est gagnant-gagnant. Oui, c'est une situation gagnante-gagnante, mais j'aimerais avoir été une mouche, avoir été présent dans la salle quand la décision s'est prise sur... On a parlé de quoi? Est-ce qu'on a dit que c'est important que le Rocket participe aux séries parce qu'on veut que l'argent soit là ou on veut que
d'un point de vue sportif maximisé. Que ça se défend. Les deux aspects se défendent. Alors, on verra ce que ça donnera. Et c'est ça. Mais c'est quelque chose sur lequel on a insisté souvent, là, puis tu parlais de l'administration précédente. Bon, là, c'est vrai que c'est Pinard, Harvey Pinard, puis Harvey Pinard. Et j'ai des échos de ce que j'entends des fois. Et Ilonen qui paye un peu, qui paye au sens... il avait l'air bien content. En tout cas, Harvey Pinard avait l'air... Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est positif, là. Oui, complètement. Puis c'est ça. Raphaël Harvey Pinard avait l'air d'être le premier à s'en réjouir. Là. Probablement que l'ambiance commençait à être un peu lourde, là. Un peu morne dans l'entourage du Canadien. Puis il n'a pas joué comme un gars qui était déçu lundi soir de retourner voir ses anciens coéquipiers. Alors, ça va être bon pour lui, ça va être bon pour Ilonen, Teasdale, pour Primo, un peu comme ça s'est passé l'année dernière, s'ils réussissent à se qualifier. Fait que non, moi, comme Martin, là, je sais pas qu'est-ce qui motive exactement cette décision-là, mais je pense que le CH peut pas y perdre vraiment. Ça reste que c'est bizarre parce que tu t'envoies pas un gars de la Ligue, même si l'équipe se bat pour une place en série, tu n'envoies pas un gars de la Ligue nationale jouer dans la Ligue américaine. T'sais. Alors, le fait qu'il renvoie Raphaël Harvey Pinard, ça me dérange pas personnellement, mais je me suis juste demandé est-ce qu'on aurait fait ça avec quelqu'un d'autre qui aurait gagné un poste, qui aurait marqué, mettons, 14 buts en 30 matchs, en qui on aurait toute confiance de regarder avec nous l'année prochaine, va te reposer, tout ça. T'sais. Je suis quand même surpris de voir jusqu'à un certain point. C'est comme s'il n'était pas à 100% étiqueté encore Ligue nationale. Ouais, tu trouves qu'il y a de ça? Peut-être que je me trompe, c'est une impression que j'ai. On ne renverrait jamais un vétéran établi, évidemment. Là. Mais ils se sont laissés cette porte ouverte-là à la date limite des transactions. Mais on s'entend, là, tu regardes Raphaël Harvey Pinard, il y a 24 ans, il a fait son cheminement dans la Ligue américaine. Il n'est pas là pour son propre développement. Il est arrivé à l'autre étape, c'est ça. C'est pas pour lui qu'on le renvoie là. Mais ça peut aider, je sais pas, Emil Heinemann ou des joueurs qui sont là. Qui a d'ailleurs à développer le Struble? Pas grand monde, c'est ça. Puis Primo, là. Ah oui, c'est vrai. Il reste le beau Caden. Ah, lequel, Caden? Le beau Caden. Le beau Caden. Ouais. Ben, l'autre, il est correct aussi. Comment? C'est des beaux. L'autre, il est correct aussi. Ah, Goulet? C'est deux beaux Caden. Oh oui. Ouais, OK. Enfin, est-ce qu'on va suivre ça, le Rocket? Est-ce que c'est à ton horaire, toi? Non, pas pour le moment. Non. Bon, d'accord. Puisqu'on est sur le Canadien, passons ça aussi tout de suite dans le tordeur, parce que ça fait jaser pas mal. Chris Wideman n'était pas content. Il était pas content qu'on utilise ce gardien qui venait tout juste d'être signé. Là, moi, j'ai... c'est le fun qu'il fasse parler de lui après le 80e match de la saison. Chris Wideman, il était là. Ça, c'est pas fin. Non, rien à redire sur Chris Wideman. Je l'aime beaucoup, moi. Ben, c'est ça. Il est fin. Puis, c'est un gentil garçon. Puis je sais pas, bien, on en discutait à micro fermé. Bon, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, les Maple Leafs... commençons par ça, Martin. Peux-tu nous expliquer pourquoi, comment ça, les Leafs signent un gardien amateur à chaque jour ou presque? C'est pas l'utilisation du gardien qui est scandaleuse, c'est un peu la façon dont les Maple Leafs se sont mis à utiliser les gardiens d'urgence au cours des derniers jours. Les Maple Leafs ont deux gardiens, Ilya Samsonov, Matt Murray. Matt Murray, la semaine dernière, s'est blessé, a eu une blessure à la tête, et c'est Joseph Woll, qui est le troisième gardien de l'organisation, qui est très bon dans la Ligue américaine, qui a été rappelé. Et là, les Maple Leafs ont fait signer un contrat à un de leurs très bons espoirs, qui s'appelle Matthew Knies. Et là, ils se sont retrouvés coincés sous le plafond salarial. Il a fallu qu'ils procèdent à des mouvements de personnel pour se donner une marge de manœuvre pour pouvoir faire signer ce contrat-là à Matthew Knies. Pour faire rentrer de l'argent. Exactement. Okay. Et donc, ils ont renvoyé Joseph Woll dans la Ligue américaine. Et là, ils se sont retrouvés. Matt Murray ne pouvait pas être inscrit sur la liste des blessés à cette période. Quand il y a moins de 10 matchs, on ne peut pas inscrire un joueur sur la liste des blessés à long terme. C'est même à long terme, c'est ça, oui. Et les Maple Leafs n'étaient pas éligibles pour procéder à un rappel d'urgence parce que la Ligue nationale a dit c'est vous qui avez... Vous n'êtes pas en situation d'urgence. Vous avez créé vous-même votre problème en vous laissant pas d'espace sous la masse salariale, donc pas de rappel d'urgence. Alors, ils ont rappelé samedi dernier... ils ont fait signer un contrat amateur, un essai amateur à un gardien qui s'appelle Jet Alexander qui a joué contre le Canadien. Les 70 dernières secondes du match que les Maple Leafs ont remporté 7-1. Et lundi, les Maple Leafs
jouait contre les Panthers en Floride. Et là, c'est le gardien Nick Chenard de l'équipe d'Owen Sound dans la OHL, dans la Ligue junior de l'Ontario, qui était l'adjoint de Samsonov pour ce match-là. Il n'a pas joué. Et là, hier, c'était branle-bas de combat là, parce que là, tout le monde voyait que Samsonov est le seul gardien régulier qui reste aux Maple Leafs. Les séries sont dans une semaine. Samsonov, semble-t-il, traîne une petite blessure à l'aine. Et là, tout le monde disait ils vont pas le faire jouer Samsonov dans 2 matchs de suite. En plus, hier, les Maple Leafs jouaient contre le Lightning, qui seront leurs adversaires en séries éliminatoires. Et à l'entraînement, le matin, il y avait 2 gardiens mystères, 2 gardiens non identifiés qui étaient là. Et là, on pensait que ce match-là allait être un cirque. Le dernier affrontement de la saison entre les Leafs et le Lightning, avec un gardien amateur devant le filet, parce que les Maple Leafs n'allaient pas vouloir risquer de blesser Samsonov dans un match qui est sans signification pour eux. Et finalement, la Ligue nationale, hier, a retourné sa veste et a permis un rappel d'urgence, a permis qu'on rappelle d'urgence Joseph Woll, et c'est lui qui a gardé le match. Mais c'était pas permis 24 heures auparavant, mais ils l'ont permis. Mais je pense que la Ligue s'est rendu compte que là, les Maple Leafs avaient trouvé une faille dans le système et que ça allait vraiment être mauvais. Ça allait tourner au ridicule. Là. Ça allait être très mauvais pour l'image de la Ligue nationale de permettre qu'un gardien amateur débute un match. Alors, c'est ça la situation. Et la controverse de samedi est arrivée du fait que Chris Wideman était furieux parce que... Insulté, c'est ça. Parce que les Maple Leafs ont lancé un gardien amateur dans la mêlée à la fin du match qui était remporté à plate couture par les Maple Leafs. Il a trouvé que c'était un manque de respect envers le Canadien. On se demandait avant d'enregistrer qu'est-ce qui est le moins respectueux, la célébration de Michael Pezzetta, son but en fusillade, ou d'envoyer un gardien qui est sur un essai amateur pour toutes les raisons que Martin vient d'expliquer dans les dernières secondes d'un match. Mais le débat est lancé. La célébration de Pezzetta, c'est pas irrespectueux, là, à mon humble avis. Tu demanderas à... C'est qui? Oui, il y en a qui étaient pas d'accord avec ça puis qui ont une autre opinion, mais selon moi, c'est pas du tout irrespectueux. C'est une question d'avoir du fun. Et d'envoyer un gardien de but qui n'est pas un gardien de but. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est plus une... qui est là pour remplir un chandail. C'est plus une bravade, là, on s'entend. C'est plus une bravade. Mais moi, ça me dérange pas. Non. Il perdait 7-1 contre les Maple Leafs. Le gars va avoir passé 1 minute devant un filet de la Ligue nationale. 71. Il va s'en souvenir toute sa vie. C'était... un beau moment. C'est ça. C'était comme un beau moment. Un bonbon. Fait que là, pourquoi toujours, tu sais, il y a des gens en arrière qui, tu sais, sont toujours là en train de chialer, puis je parle en arrière, là, dans les coulisses ici, là, du balado, ils sont jamais contents, puis tout le temps, il faut cracher sur les beaux moments, puis il faut... c'est pas ça qu'ils ont dit. Non, mais ces gens-là se reconnaîtront si leur chapeau le fait, si le chapeau leur fait. Si leur chapeau leur fait. Oui, ben, en espérant que leur chapeau leur fait, parce que sinon, changer de chapeau. Mais tout ça pour dire que je fais des blagues un peu, là, mais personnellement, ça m'a pas dérangé. Puis tant mieux pour le jeune homme. Puis Chris Wideman dit les Leafs vont avoir ce qu'ils méritent dans 2 semaines. C'était bien envoyé. En même temps, les Leafs pourraient répondre Chris Wideman va avoir ce qu'il mérite dans pas longtemps, lui aussi, c'est-à-dire plus vraiment jouer dans la Ligue nationale. Il n'a pas encore un contrat, là, oui, il reste 1 an de contrat, mais bon, si tout le monde est en santé, on a vu à quel rang il se trouvait dans la hiérarchie du Canadien. Avez-vous regardé le match Leafs-Tampa? J'ai regardé beaucoup Edmonton-Colorado, moi. Même pas, j'allais dire, est-ce que la prophétie de Wideman se vérifiera? La réponse à cette question. Mais pour juste terminer sur cette règle-là, moi t'as raison. Je trouve que l'utilisation de ce gardien-là, c'est juste un manque de respect pour ce qui est le statut de joueur de la Ligue nationale en général. Là. La règle du gardien d'urgence, elle existe parce qu'il y a une situation particulière c'est assez unique dans le sport professionnel en général. Là, c'est parce que c'est une position clé, puis ça prend. Il y en a juste il y en a juste 2, puis ça peut arriver que dans des cas, quand ton équipe est sur la route au bout du continent, tu as un gardien qui se blesse le matin à l'entraînement, ça prend quelqu'un d'autre pour occuper la place d'adjoint dans un match. Ou si tu as 2 gardiens exceptionnellement qui se blessent dans le même match, ça prend un gardien pour terminer la rencontre. Mais là, ça a été planifié comme un moyen pour contourner le plafond salarial par les Maple Leafs. Et ça, je suis sûr que la Ligue nationale va s'attarder à ça parce que c'est pas bon pour la crédibilité de la Ligue.
Et là, si le gars est là, tu le prends pour contourner la règle du plafond salarial, puis en plus, tu l'utilises, tu dis à ton entraîneur, l'entraîneur a dit que c'était pas sa décision là, de l'envoyer dans le match. Il n'a pas voulu dire ça venait de qui, d'ailleurs. Ouais. Mais, tu sais, à un moment donné, là, c'est de forcer un peu. ça se mérite. Ce gars-là a pris une journée de paye ou une journée de travail d'un gars comme Joseph Wall, qui est un gardien qui gravit les échelons à la dure depuis le début de sa carrière pour essayer de se faire une place dans la Ligue nationale, puis tu ajoutes l'insulte à l'injure en le faisant. Fait que c'est plus pour la profession. C'est plus pour la profession que pour le Canadien, mais je suis certain que la Ligue va s'attarder à ça parce que ça a tourné au ridicule au cours des derniers jours. Puis les Maple Leafs sont supposés être concentrés à 100% sur l'objectif de battre le Lightning et de passer le premier tour éliminatoire. Puis les dirigeants de l'équipe placent un cirque comme ça autour de la distraction. Peut-être pendant ce temps-là, on ne parle pas de l'échec de la première ronde qui va avoir 50 ans. Non, pas tant, mais... On verra ce que ça donne. Et juste pour... Quand est-ce qu'on fait ça, les prédictions et tout? Ben, la semaine prochaine. Oui, ça va être commencé. Ça va être... Ben là, regarde. On en fait un par semaine, un balado. On ne fait pas de miracle. OK, excuse-moi. La morale de cette histoire, c'est contourner le règlement ou enfin forcer le règlement. Puis si vous le forcez suffisamment, il va casser. Parce que la Ligue nationale a fait « OK, wow, là, OK! » En même temps, il y a des failles de la convention collective qui ont été exploitées à outrance puis qui ne dérangent pas la Ligue pour d'autres raisons. C'est aussi... c'est aussi ridicule ce qui se passe avec les Coyotes de l'Arizona et la façon dont ils gèrent leur masse salariale. Puis la Ligue n'a pas l'intention de s'attarder à ça. Puis l'île Robida et tout, on fait souvent des farces avec ça, mais ça aussi, là, c'est un fichu œil au beurre noir de cette Ligue professionnelle-là. Et puis il y a clairement des lacunes comme ça qui... parfois leur conviennent, mais ils décident de ne pas s'y attaquer. Parce qu'il y a une question comptable derrière ça. Là, le but de cette convention-là, qui est extrêmement rigide, c'est que les propriétaires dépensent le moins d'argent possible. Mais là, c'est l'image de la Ligue. Que ça, en plus de contourner le plafond salarial, c'est l'image de la Ligue qui était mise à mal. Et on a décidé, je pense, de ravaler dans les bureaux de la Ligue et de dire, OK, on va fermer cette ouverture. C'est ça, on va régler ça là. Mais moi, je dis aux jeunes DG qui nous écoutent, continuez de contourner la réglementation. La Ligue va se plier. Il y en a beaucoup de jeunes DG à l'écoute. Ça, c'est bon. Ça, c'est ça, de la bonne musique comme ça, ils en font plus. Alors, vous aurez reconnu le groupe Boston. Boston. Ou pas. More Than a Feeling, oui. Ben, ou pas. Ou vous ne l'aurez pas. C'est pas ça que tu chantes, c'est pas ton numéro 1 dans ton top 3 au karaoké? Pas encore. C'est un très bon groupe, Boston. Oui, absolument. C'est meilleur que Montreal, l'autre groupe. C'est le moment, parce que c'est le moment de l'épisode où est-ce qu'on rend hommage aux Bruins de Boston qui sont devenus la meilleure équipe de l'histoire. Ou pas. Ou presque. En saison régulière. Ce qui regarde bien mal pour les séries, soit dit en passant, parce que autant c'est le Lightning récemment. Le Lightning récemment qui avait battu, qui avait collé une 62e victoire. Et c'est l'année de la première ronde contre les Blue Jackets. Oui. Puis les Red Wings avant ça. Les Red Wings n'avaient pas gagné non plus. 95-96, ils se sont fait battre par l'Avalanche. Oui. Puis je sais pas si vous avez vu, il y avait un excellent papier sur le site de Radio-Canada sur tout ça, les équipes qui dominent en saison régulière puis qui finalement ne remportent pas les grands honneurs dans d'autres sports. Il y avait quelque chose sur le site. Est-ce que tu veux me dire que j'ai compilé tout ça ce matin pour rien? Mais... Je sais, écoute, peut-être que... Parce que tu sais, moi, des fois... Écoute, sois à l'affût, Martin, consulte le site. Là, C'est à toi? Ben, j'ai pas vu ça. Je le consulte, j'ai pas vu ça sur le site. C'est des blagues. Peut-être que je mélange le site et tes notes. OK. Mais c'est ça. Je trouve ça intéressant parce que, bon, oui, c'est 64 victoires, c'est clairement... C'est bon. C'est clairement... c'est bon. C'est le record. Bravo.
Et là, ils sont rendus à 133 points avec un match à disputer. Donc, un point de plus que le Canadien de de 76-77. Tel que prédit. Qui était une équipe, oui, tel qu'annoncé. Tel qu'annoncé. Non, c'était plus annoncé que prédit. Oui. Oui. Et j'ai été jeter un coup d'œil aux équipes qui détiennent les records des meilleures saisons régulières dans le sport professionnel nord-américain. Alors, dans le baseball majeur, Mariners de Seattle 2001, en 2001, fiche de 116 victoires, 46 défaites. Ils avaient joué pour 716, ce qui est bon, ça. Dans un calendrier de 162 matchs, c'est incroyable. Mais ils s'étaient inclinés en finale de la Ligue américaine, donc ils ne s'étaient pas rendus à la Série mondiale. Les Warriors de Golden State en 2015-2016, 73 victoires, 9 défaites. C'est 800, ils ont joué pour 890, se sont inclinés en finale contre Cleveland. Ça, c'est il menait 3-1, je pense. Simon Kremer est en régie, il pourrait nous le dire. Mais ça c'est il me semble que LeBron contre... c'est LeBron qui avait gagné avec les Cavaliers cette année-là, mais la gang à Curry menait 3-1 de mémoire. Ouais, je me rappelle. Et dans la NFL, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2007, 16-0, invaincus. Ils se sont inclinés au Super Bowl contre les Giants. Et Eli Manning, si ma mémoire est bonne. L'attraper sur le casque. C'est ça. Alors, donc, ça rend les choses intéressantes, je trouve. Et on s'entend avec les séries éliminatoires, c'est autre chose dans la Ligue nationale de hockey. Et que l'équipe qui remporte le trophée du président dans la Ligue nationale de hockey remporte assez rarement la Coupe Stanley. C'est arrivé plus récemment avec Colorado puis Tampa Bay. Vous me corrigerez si je me trompe. Mais ça n'arrive pas. Non, l'année dernière, c'est les Panthers qui ont gagné le trophée du président. Oui, et ils sont fait sortir au premier. Non, c'est pas arrivé. Le Lightning n'avait pas remporté le trophée du mais c'est mieux. Quand ils l'ont remporté, ils se sont fait sortir. Oui. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps, il me semble qu'une équipe a gagné. Je pensais que c'était dans la dernière décennie, mais c'est pas fréquent. Moi, c'est une de mes... c'est ça. Ce que je dis aux jeunes, là, c'est jamais l'équipe qui gagne la saison régulière, qui gagne la Coupe Stanley. Jamais. Rarement. Et donc, c'est ça, ça rend les choses extrêmement intéressantes. Il y a peut-être quelque chose là aussi. Pour avoir ce genre de fiche-là, il faut que tu aies un niveau d'intensité constant pendant une très, très longue période. Et quand tu arrives au bout d'un marathon de 82 matchs comme celui-là, est-ce qu'il y a encore de la place pour élever ce niveau-là, pour aller en chercher davantage, être encore assez affamé, déterminé et pour aller au bout d'un autre marathon qui est extrêmement... qui est différent, mais qui est autrement plus difficile. Alors, j'ai très, très hâte à ces séries-là pour voir ce qu'elles vont faire. Faut se pacer, hein, comme on dit dans le milieu des coureurs. Il faut se pacer, puis normalement, tu essaies de splitter négatif. Je comprends plus rien. C'est-à-dire que, mettons, tu cours un marathon, tu essaies que la deuxième moitié soit un petit peu plus rapide que la première. OK? Donc, sur ton deuxième demi, tu essaies de rentrer un peu plus rapide. Ça, c'est l'idéal de tout coureur. Splitter négatif, c'est-à-dire faire un petit peu mieux sur ça veut dire donc que ta gestion de course a été optimale. Partager négatif, mettons qu'on voudrait faire un effort là, de... Oui, c'est ça. Je le mets en guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent francophone à ce que je sache. J'en propose un. Oui. Départager négatif, peut-être plus que partager. Enfin, mais vous comprenez le principe. Cours, là, moi, je le sais. Diviser négatif. Et c'est extrêmement difficile parce que faut se jauger soi-même sur une très longue course. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte là-dedans, l'hydratation et tout, mais c'est très difficile de gérer ça. Puis c'est un peu la même chose pour les longues saisons comme celle-là. Puis surtout que les Browns, c'est pas une jeune équipe non plus. On sait que l'expérience fait gagner en série. Là. Il y avait quand même une tendance vers les jeunes équipes et donner les clés de la voiture à nos jeunes vedettes très tôt dans les dernières années, mais les équipes qui gagnaient souvent, c'était parmi les plus expérimentées. Ouais. Les Caps, les Blues, les Bruins en finale en 2019, je pense que c'était deux des plus vieilles équipes de la Ligue à ce moment-là, Saint-Louis puis Boston. Le Lightning était dans les plus âgés. Le Lightning aussi, donc c'est ça. Alors, mais d'un autre côté, est-ce que cette saison-ci n'a pas été éreintante pour les vieux Bruins? On le saura, là, ça va être intéressant. Oui, sûrement assez tôt même. Puis, mais de là à dire que c'est la meilleure équipe de l'histoire, je ne penserais pas. Là. Puis je ne sais pas si j'ai été victime là, d'un mauvais montage, mais j'ai vu une photo d'une célébration assez euphorique quand ils ont atteint ce plateau-là, alors que, souvenez-vous, quand les Bruins étaient de passage à Montréal, c'était « Non, on pense pas à ça. Non, ça nous intéresse pas. Ça a pas... » Je sais que c'est un plateau important, là, que ça mérite d'être célébré, là, mais il y avait beaucoup de
Il y avait beaucoup de patins en l'air là, Ouais. sur la photo que j'ai vue. Non, puis tu sais, je veux dire, à l'époque du Canadien de 76-77, il n'y en avait pas de prolongation. Là, donc, c'est 60 victoires en temps réglementaire. Les Browns sont à 53, peut-être 54 s'ils battent le Canadien. Ils ont 7 Disons victoires, 54. 7 victoires en prolongation. Ben, 11 au bris d'égalité au total. Là. Donc, ils sont allés chercher 11 points de plus. Donc, vous lui enlevez 11 points, ça fait 122. Puis, c'est ça, combien de points le Canadien de l'époque serait-il allé chercher dans ces 12 matchs nuls? Et, je le répète, pas de prolongation. T'sais, il jouait pour plus de 800, donc théoriquement, il serait allé en chercher 9, au moins 9. Donc, il y en aurait encore comme 140 quelques. Alors, non, je pense pas que ce soit comparable. Et puis, le différentiel des buts aussi, j'avais regardé. Puis même si on dit on peut pas comparer les époques, c'est vrai, sauf qu'ils jouaient contre des équipes de leurs époques, là, dans le sens qu'ils se donnaient plus de buts aussi, mais le Canadien n'a pas donné beaucoup à cette époque-là. Donc le différentiel du Canadien en 76-77, c'était plus 216. Celui des Browns, c'est plus 126. Ce qui est extraordinaire, là, plus 126. Mais plus 216, on parle de pratiquement 100 buts différentiels de plus. C'est un autre univers, là. On est même pas proche. Là. Alors, Canadien de 76-77 repose... J'allais dire repose. Haut les cœurs. Encore toi, c'est encore toi le meilleur. Et reste vivant, s'il te plaît. Reste bien vivant. I like 1 to 8 just because I think if the regular season is as difficult as it is, teams should be rewarded, and I guess that's probably the best way you can be rewarded, even though there isn't a ton of difference. I like that version a little bit better. C'est Nick Crosby qui s'exprimait, c'était dans le cadre du match des étoiles, sur le format des séries. On en a parlé brièvement la semaine passée, puis je me disais, on devrait parler de ça toutes les semaines, parce qu'il faudrait qu'on milite. Je pense que c'est notre devoir. Ça n'a pas d'allure, tu sais, ça n'a pas d'allure, le format actuel. Crosby qui est d'accord avec nous autres, ou est-ce l'inverse, qui disait qu'il préférait le système le meilleur contre la 8e équipe et ainsi de suite. J'ai choisi cet extrait-là parce que, que se passe-t-il avec Sydney et ses Pingouins, d'abord, puis aussi parce que on va non pas entrer dans le vif du sujet des séries. D'ailleurs, tu parlais de prédictions tantôt, Alex. Elles seront disponibles visuellement. On va nous demander de travailler là-dessus bientôt. Là, je vous l'annonce. Alors, vous pourrez, quand je dis vous, là, je vous désigne, auditeurs et auditrices, vous pourrez les consulter en détail à ce moment-là. Je pense pas qu'on va faire l'exercice là, un par un ici. On les revisitera au fur et à mesure. Parce que la semaine prochaine, il y a le bilan, puis on est occupé. On n'a pas juste ça à faire. Est-ce que c'est bon pour toi? Même le bilan sera vieux. Les séries vont commencer. Enfin, ça va être commencé. Je nous souhaite bonne chance. On a fait le bilan toutes les semaines depuis le début de la saison. Ça fait 6 mois qu'on fait le bilan. Je nous souhaite bonne chance avec tout ça. Bref, les Pingouins, c'était mardi, la défaite contre les Blackhawks? Oui. Hein? Mais oui. Puis les Blackhawks, je m'excuse, là, je regardais, moi, qui compte le... Est-ce qu'on a trouvé un terme français pour sabordage. Le sabordage. Quand il reste 2 matchs à jouer, là, puis vous êtes à 1 ou 2 points de la dernière place, il te reste Chicago et Columbus à affronter, puis tu participes aux séries, tu te fais battre. Avec la défaite des Islanders, la porte s'ouvrait, là, il y avait leur destin entre les mains, les Pingouins. Moi, j'étais convaincu qu'ils allaient en profiter. Ils avaient gagné les 2 derniers matchs. Alors, comment ça? Les Hawks ont joué le même coup aux Flames la semaine dernière, d'ailleurs. Écoutez, hier, c'est pas faute d'avoir essayé. Sidney Crosby, à lui seul, a 8 tirs au but. Evgeny Malkin a marqué une fois, 9 tentatives de tir. Il arrive peut-être un peu au bout de leurs ressources, tout simplement. Puis ça compromet leur séquence de 16, presque 17 participations aux séries de suite. C'est la plus longue active. Ouais. Leur dernier espoir, c'est qu'il faut que le Canadien batte les Islanders. Exact. Et à la réglementaire. Avec l'alignement. C'est le dernier chapeau espoir. De Frédéric Allard. Voilà. Ça se peut. Bon, on sait jamais. On lui souhaite pour vrai. On sait jamais. Alors, mais les Hawks ont battu les Pingouins hier, mardi, tu sais. Donc, qui sait? Peut-être que le Canadien va être motivé à jouer les fauteurs de trouble, mais disons que l'espoir est très mince maintenant. Ça prend une défaite en réglementaire des Islanders et une victoire des Pingouins contre Columbus. Ouais. Ce qui n'est pas fait, visiblement. Là. Non, parce que c'est ça. Non, mais je disais, à l'inverse, c'est les Blackhawks viennent de... C'est quoi la différence de chance dans le boulier entre la 32e et la 30e? C'est entre 25 et 17 C'est quand même, tu sais, comme... Je sais pas, là, rendu là, c'est le temps de pas gagner, là. C'est d'autant plus incompréhensible que les Pingouins n'aient pas été capables de se donner un petit coup de pouce.
Cela dit, au début de l'année, mais enfin, dans le dernier entre-saison, les Pingouins ont clairement ont bougé en fonction de se donner encore une chance pour cette année, puis j'imagine l'année prochaine. On n'est pas, rendu là. Ils devraient être à peu près dans les mêmes eaux. Là, mais en même temps, mais... ils n'ont pas bougé la date limite des transactions. Ils sont allés chercher Kulikov. Ouais. Reste que on peut, je sais pas, ça sera certainement très mal reçu. Oui. Non, je pense que ça pourrait coûter le poste de Ron Hextall ultimement, parce que c'était son pari là, avec tous les contrats qu'il a donnés l'été dernier. Puis s'il n'est pas capable, si son équipe n'a pas été capable de se qualifier, j'imagine que les propriétaires vont demander des comptes là, qui sont nouveaux, relativement nouveaux, là, qui n'ont pas fait de changement encore dans les opérations hockey, mais pour cette année. Et puis, il en va de même pour Darryl Sutter à Calgary. Oui, c'est ça. C'est les deux cancres de la semaine. Parce que là, on peut penser ce qu'on veut du Berdo, Uyghur et tout ça. Ils sont condamnés à essayer de faire fonctionner ça. Et puis, c'est plate pour Darryl, mais si ça marche pas avec lui, et c'est pas lui qui a un contrat de 8 ans et 84 millions de dollars. Là. Donc, pour cette simple raison-là, je pense qu'il ne pourra pas rester vraiment. Là. C'est une saison quand même décevante. Oui, il y a eu des pertes importantes, probablement plus importantes que ce qu'ils ont accueilli en retour. Mais... C'est pas ça qu'on disait au début de l'année. Non, mais là, c'est ce qu'on dit là. Là, on dit ça, là, parce qu'on faut croire que ça ressemble à ça, tu sais. Ça ressemble à ça, mais... Moi, je pensais que Mackenzie Weegar, c'était ce qui faisait pencher la balance. Oui, c'est ça. Mais le fossé est quand même pas immense, puis il faut qu'il trouve une façon que ça fonctionne avec Huberdeau et tout. Alors, c'est quand même une équipe talentueuse, là, qui a un noyau qui vieillit tranquillement et tout, mais qui aurait dû se qualifier pour les séries éliminatoires. Tu sais, le nombre de défaites en sortant pour les Flames cette année, c'est hallucinant. Le nombre de matchs perdus par un but. Tu sais, Jacob Markstrom, qui était finaliste pour le Vézina l'année dernière, a connu une année vraiment de ça, des attentes puis de son talent. Donc, faut pas céder à la panique complètement encore. Je pense que ce groupe-là, comme il est assemblé là, est peut-être dirigé autrement, peut très bien se qualifier en séries éliminatoires l'année prochaine. Absolument. Mais c'est quand même une équipe vieillissante avec des longs contrats. Et il faut que ça se passe maintenant. Là. Ils n'ont plus vraiment de marge de manœuvre parce que les lendemains vont être difficiles à Calgary. Ça a été un freak show toute la saison à Calgary. Beaucoup de choses étranges qui sont survenues, mais au premier chef, les deux gardiens ont été mauvais. Markstrom, 892 de moyenne d'efficacité. Vladar, 895. Tu peux pas gagner dans la Ligue nationale. Et en même temps, cette organisation-là avait le meilleur gardien de la Ligue américaine, Dustin Wolf. Une moyenne de buts alloués de 2,08, 932 moyenne d'efficacité. Ça fait plusieurs saisons que ce gars-là est dominant dans la Ligue américaine. À un moment donné, si tes deux gardiens ne fonctionnent pas, là, tu essaies de créer une compétition à l'interne, tu bouges, tu rappelles celui qui stoppe des rondelles. Là. Ce gars-là a eu une fiche de 41 victoires, 9 défaites dans la Ligue américaine et ils l'ont jamais utilisé. Après ça, avec Huberdeau a eu un début. Je pense que ça arrive souvent dans la Ligue nationale. Un joueur arrive dans une nouvelle équipe, c'est un joueur dominant, il faut que tu lui laisses le temps de trouver ses repères. Là, à un moment donné, on l'a transféré à l'aile droite. Le gars, la saison dernière, a inscrit le record pour le plus grand nombre de mentions d'aide pour un allié gauche. Là, ils l'ont fait jouer à droite. Il s'est retrouvé à un moment donné aussi Huberdeau sur un trio avec Nazem Kadri et Milan Lucic. Deuxième trio, Milan Lucic qui avance plus, qui est un joueur de quatrième trio en fin de carrière. C'est une équipe qui est lente. Jacob Pelletier aussi, dans le dernier droit, n'a pas joué beaucoup, alors que il y a d'autres joueurs peut-être moins habiles offensivement ou moins rapides qui auraient pu être laissés de côté. Et il y a eu, c'était un vestiaire qui était désorganisé. Ça a brassé aussi à l'interne. À un moment donné, même les femmes des joueurs s'en mêlaient sur les réseaux sociaux pour s'obstiner avec les partisans. Ça, c'est toujours bon, ça. Au lieu de blâmer mon mari qui a joué 8 minutes, pourquoi tu blâmes pas les hauts salariés qui sont sur le party tout le temps? Donc, ça sortait... Ça sortait de partout. Ça sortait de partout. Et souvenez-vous l'épisode de Sutter avec Jacob Pelletier, là, qui ne se souvenait pas de son numéro après son premier match. C'était comme... Ouais. Il y a quelque chose qui ne sentait pas bon dans cette organisation-là, mais la gestion des gardiens particulièrement, je ne peux pas croire que tu as une équipe... Tu vois que ton équipe sous-performe. Ils ont été, je pense, 13e en défense, les Flames. C'était pas une catastrophe, mais sans que leur gardien fonctionne, ils étaient 13e.
À un moment donné, tu dis, on va faire... si tu as une équipe de baseball, tes lanceurs se font canonner, puis tu as un gars qui est le roi des retraits sur des prises dans les ligues mineures, puis qui remporte tous ses matchs, à un moment donné, tu dis, on va le rappeler. Ils n'ont jamais rappelé Dustin Wolf. Alors, tant pis pour eux, mais il y a des problèmes là-bas. Mais d'ici, tu parlais de l'épisode avec Jacob Pelletier, de Daryl Sutter, puis c'est sûr que quand ça arrive à un jeune joueur québécois, on a peut-être l'épiderme un peu sensible, là, puis c'est à tort ou à raison. Là, mais ça avait été un Finlandais, Jacob Pelletier, tu fais pas ça, un jeune qui vient de jouer son premier match. On n'en aurait pas parlé, probablement. Mais possible. Si seulement je parlais finnois, je pourrais faire ma joke. Mais tu sais, les journalistes affectés, les journalistes affectés au beat à Calgary, là, ils sont pas québécois, ils sont albertains. Ils étaient sans connaissance, ils ont tous écrit sur cet épisode-là. Non, mais tu as raison, mais là où je voulais en venir, c'est que d'ici, moi, je n'ai pas suivi l'équipe de près, mais d'ici, je suis resté avec cette impression-là que Daryl Sutter faisait partie du problème. C'était une partie du problème. Basé beaucoup sur, ses interactions avec les médias. Mais souvenez-vous, quand Huberdeau s'était absenté, puis Sutter avait répondu sèchement, de quoi d'assez graphique, inapproprié. Enfin, c'est peut-être qu'il pensait faire une blague, puis que bon, c'est son style, mais il y a comme une déconnexion un peu. Puis là, c'est facile de dire ça aussi, parce que Sutter, il a quoi, 102 ans? Oui, puis ça marche pas, là. Il était sur sa ferme avant de venir, mais fait que les apparences pointent vers ça, mais c'est ça. Oui, surtout qu'ils ont eu une excellente saison l'année dernière. T'as raison. Puis c'était Daryl Sutter qui était là aussi. Là. Plus de 100 quelques points, ce qui, dans mes nombreuses prédictions que vous avez oubliées, ce qui m'avait fait dire que les Flames atteindraient la finale de la Coupe Stanley cette année. Vous ne m'appelez pas de ça, hein? C'était dans une bonne journée. Oui, c'était en feu, j'étais en forme. D'ailleurs, il y a un auditeur qui a repartagé l'épisode en question. Je ne sais pas si tu as vu sur Twitter. Non. Oui, il a retrouvé le segment où je dis que les Bruins vont rater les séries. Il a identifié la minute et tout le kit. Ça va directement dans dans le reportage qu'on va préparer pour toi quand tu seras intronisé au Temple de la Renommée. Ah, c'est excellent. Ça s'en va directement là. Alors, mais c'est décevant parce que c'est une équipe qui a sous-performé. Là. Et puis ça, souvent, on se tourne vers l'entraîneur dans ces cas-là. Et Traveling, on en a parlé à quelques reprises cette année. Traveling est sans contrat. Traveling, oui. Bon, peu importe. De toute façon, j'ai pas besoin d'apprendre son nom. Traveling. Dans le cinéma. J'ai pas besoin d'apprendre son nom. Il sera pas là l'année prochaine. Non, mais il sera pas là. Ce serait étonnant. Ce ne sera pas seulement Sutter, j'ai l'impression. On va faire un petit ménage. Il n'y a pas de contrat. Il y a une mésentente sur de nature contractuelle. C'est possible qu'ils ne reviennent pas. Oui, c'est fort possible. Marc Bergevin. Ça fait penser à la fin de mais Toffoli est là. Il va renouer avec Tyler. Bergevin, prochain DG des Après Flames. avoir renoué avec Philippe. Renouer avec Tyler. Il suit tous ses anciens. On va finir sur l'île Robida avec Carey, j'ai l'impression. Je vais essayer de retrouver ça quelque part. Puis après, on fait le temps qu'on... Réseaux sociaux, question du public, réseaux sociaux, question du public sur les réseaux sociaux, là où ça fait mal, réseau social, question du public sur les réseaux sociaux, réseau, public, question du 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 réseau. L'excellent cover de Félix Archambault de notre thème question du public réseaux sociaux, disponible partout où vous écoutez vos jingles préférés. On demandait via les réseaux sociaux cette semaine quel est votre moment préféré de la saison. Quelques-uns quand même. On n'a pas spécifié Canadien ou LNH. On a surtout des meilleurs moments de la saison du Canadien. Sur le book face de son prénom, Nathalie, le sourire de Cole Caulfield, il me manque. Quel beau content naturel. C'est vrai que ça, il y a moyen. Enfin, il y a eu quelques beaux moments. Le premier but d'Alex Belzile, dit Marie-Michel, ça revient souvent. Milan, le mercredi, pour écouter tellement hockey. Bravo, Milan. Merci, Milan. Bien joué. Jean-Manuel, toujours sur Facebook, le tour du chapeau de Raphaël Hervé-Pinard. Ça, c'est vrai que c'était un beau moment. Toujours sur le book, Marc-André, je veux qu'il amène sa game dans la game. Moi, c'est dans mon top 3, ça aussi. La fameuse réplique de Martin Saint-Louis. Et ça aussi, il y a plusieurs réponses qui vont dans ce sens-là. Alexis, que je salue, Alexis Caron-Côté, la fin. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que la fin
ce serait le meilleur moment de cette saison. Sur le Twitter, maintenant, Pierre Malenfant, l'arrivée de Métal et l'uniforme bleu poudre. Oui. Ça, c'est oui. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a mentionné, Martin va l'aimer, ça. Oui. Ouais. Écoute, l'arrivée de Métal, les chandails bleu pâle, Ça, c'était ton bout les chandails bleu poudre, puis la publicité sur le C'était une bonne... de la banque sur le chandail, ça a été vraiment un tour du chapeau extraordinaire. Ouais. Le regard du Rocket de Martin Saint-Louis suite à la question « C'est-tu Ken qui fait le line-up? » C'était bon, mais c'est vrai que Martin nous a offert il y en a eu écoute les quelques-uns. boys. Écoute les boys, Chantal vous a le dit. C'était dans quelques bons, mais il y en a un de ces moments-là dans mon top 3, c'est sûr. Jean-Marc, sur Twitter, l'anecdote concernant la cantine de la gare et la Coupe Memorial. Oui, c'était excellent, ça. C'était les Spitfires de Windsor. Je ne sais pas si je vous l'avais raconté. Pour ceux qui trouvent qu'on jase en vase clos, c'était dans C'est ça qu'on appelle un inside. Les débuts de l'épisode précédent, quand Alex partageait avec nous d'excellentes tranches de vie. Et finalement, sur le Gram, on a M. Lorenzo, quand Wi-Fi est allé défendre Slavkovski, que Slav a marqué son premier but. Vinny Boy, la révélation d'Hervé Pinard. Et Ovechkin qui bat Gordie Howe. C'est vrai que ça, faut que ça soit là. Puis, je finis avec pour Michel qui dit les mercredis, parce que tellement hockey était plus intéressant que les matchs. Oh. Ça, c'est gentil. Encore là, beaucoup de clairvoyance. Merci, Michel. Merci beaucoup, Michel. C'est apprécié. Ça nous fait plaisir. C'est pour ça qu'on l'a lu. Ça a marché. On l'a lu. Bon, qu'est-ce qui reste? Je voulais juste... c'est ça, je me suis moi-même devancé. Parce qu'avant de se laisser, un petit mot. Bon, je le disais, nos prédictions seront disponibles un peu partout sur les réseaux sociaux, justement. Mais Alex... Moi, je vous conseille d'avance de ne pas miser votre argent sur un de nous trois. À ce jeu-là, à ce jeu-là, on a tous nos meilleurs moments et des moments plus difficiles. Mais tu nous faisais remarquer, Alex, avant qu'on enregistre, que depuis que Mathias Ekholm a été échangé, ou en fait, s'est amené à Edmonton... Ben, c'est parce que pensez à ça. Quand vous ferez votre pool au travail, pensez à ça. Les statistiques sont à ce point impressionnantes que ça valait la peine de le souligner. Mais tu sais, autant Martin que moi, puis probablement toi aussi, Alex, je pense pas. On avait encensé cette acquisition-là des Oilers là, en disant que c'était l'acquisition parfaite. C'était exactement ce que ça leur prenait. Tu sais, c'était... Le mariage allait être heureux. Et puis, bon, ça se constate. Hier, les Oilers ont gagné contre l'Avalanche. Et puis, depuis le 1er mars, ce ne sont pas les Bruins qui ont la meilleure fiche dans la Ligue, mais ce sont les Oilers. 17 victoires, 2 défaites et une autre en prolongation. 17-2-1 dans les 20 derniers matchs. Ça coïncide avec l'arrivée d'Ekholm. C'est évidemment pas la seule raison, mais ça... C'est la seule raison. Je le regardais jouer hier. Il apporte une telle stabilité à la défense de cette équipe-là. Ça change du tout au tout. Imaginez s'ils étaient allés chercher Erik Karlsson, comme on entendait parler avant la limite des transactions. Ça n'aurait rien apporté. Exactement le contraire de ce qu'il leur faut. Et puis, Ekholm récolte des points, ce qui est simplement de la sauce brune sur les frites, là, du gravy, comme on dit. Il a compté hier, il est rendu à 4 buts, 9 passes, 13 points en 20 matchs, qui est excellent. Il est à plus 26. C'est pas une statistique dont on se revendique si souvent, surtout mais c'est parce que le suivant est à plus 13. Donc ça en dit long aussi. Là. Il y a le double par rapport au deuxième dans son équipe. Donc c'est vraiment impressionnant. Ça a stabilisé tout le monde. Les gardiens font le travail aussi. Et les Oilers vont aller, avec la défense qu'ils ont maintenant, là, les Oilers vont aller aussi loin que leurs gardiens vont leur permettre. Puis Skinner a pris... On va le savoir éventuellement. Et Stuart Skinner a pris, qui est un gardien recru quand même, là, a pris la pole de devancer Jack Campbell. Dans ces 20 matchs-là, il en a obtenu 16, je pense, 16 départs. Et puis ses chiffres sont meilleurs, sa moyenne, son pourcentage d'efficacité et tout. Mais c'est un joueur qui n'avait pas l'année dernière. Les Oilers se sont quand même rendus en demi-finale grâce à des performances honnêtement homériques de Connor McDavid et de Leon Draisaitl. Mais avec Ekholm, et si Skinner continue à faire le travail dans une association ouest un petit peu plus ouverte, honnêtement, là, ça pourrait faire du dégât. Et juste un petit ajout à cet énoncé-là. Il y a 2 défenseurs qui se sont ajoutés à la brigade défensive des Oilers en deuxième moitié de saison. Vincent Desharnais est arrivé.
Et il est arrivé après 42 matchs. Donc, il est arrivé pas mal à la mi-saison. Les Oilers, jusqu'au 10 janvier dernier, ils étaient 17e dans la Ligue nationale au classement. Ils jouaient pour 536, 21 victoires, 18 défaites, 3 défaites en prolongation. Leur désavantage numérique était 27e à 72,7 % et leur défensive était 21e dans la Ligue. Depuis que Vincent Desharnais est arrivé, puis il a commencé modestement, là, mais c'est juste illustrer aussi que la profondeur parce qu'ils ont joué à 7 beaucoup. Oui, ils ont disputé des matchs à formation 7 avec Desharnais. Exactement, mais là, Desharnais commence à jouer des 20 minutes. Là, et je pense que dans les séries éliminatoires, c'est le genre de gars. Ça va être un cheval. C'est un genre de monstre. Hein? Oui. C'est avec lui que Jacky s'est blessé dans son combat. Oui. Alors, et Edmonton, depuis le 11 janvier, premier dans la Ligue nationale, 28 victoires, 5 défaites, 6 défaites en prolongation. Il joue pour 795. Le désavantage numérique est 14e au lieu du 27e rang, 82,5 %. Et la défensive est 14e au lieu d'être 21e. C'est remarquable. Hein? Alors, ils avaient déjà une attaque incroyable. Ils ont été capables de resserrer un peu en défense, mais là, tu as deux gars. Ekholm, à mon sens, c'est lui. C'est le général. C'est le défenseur alpha dans cette équipe-là. Darnell Nurse est placé à un rang qui lui convient un peu mieux. Mais Bouchard est le spécialiste de l'avantage numérique. Et Desharnais joue le troisième le plus utilisé en désavantage numérique, mais il y a une présence et il est capable de prendre des minutes et on commence à lui... Les entraîneurs qui sont en place avec les Oilers étaient dans la Ligue américaine avant, ils le connaissent. Et c'est une autre, je trouve, utilisation judicieuse d'un jeune joueur on a pris les étapes avec lui, on lui a donné des minutes graduellement. Il a été capable de toutes les absorber. Il y a plus 15 de différentiel, Vincent Desharnais, en une demi-saison seulement. Là. Fait que, non, c'est impressionnant. Oui. Ils ont revampé leur défense complètement. C'est ça, c'est plus la même identité là, de patineur qui transportait la rondelle puis qui était efficace en avantage numérique. Puis tout ça, c'est beaucoup plus équilibré. Donc, ils vont être surveillés. On dit ça de même. Ça s'en vient, les Oilers. On dit ça comme ça. Et Stuart Skinner qui s'inscrit dans une mouvance de jeunes gardiens qui ont des noms vraiment cool. Non, mais Phoenix Copley. Oui. Il y a un gars qui s'appelle Fix Wolanski. Avez-vous vu ça? Il a marqué son premier but. Non, c'est son... Non. C'est son nom de famille. Fix Wolanski. Pourquoi le fixer s'il n'est pas brisé? C'est FIX? FIX, oui. FIX? FIX. Difficulté dans les deux langues. FIX. Ah, OK, là, je comprends ton point. J'avoue que c'est... C'est spécial. J'aime ça. Ça se dit bien. D'accord. OK. Non, mais je comprends, là. Merci. Je comprends, là. Bon, alors, est-ce que vos prédictions sont prêtes? Parce que là, on va falloir écrire ça, là, puis ils vont mettre ça quelque part. Mais là, la seule qu'on peut faire dans l'Est, c'est t'aimes pas Toronto, là. T'as raison, c'est ça, faut attendre. C'est bien attendre mal. Le résultat du match du Canadien de ce soir. Enfin, le Canadien dans un match sert à quelque chose. Pour l'adversaire. Pour de nombreux adversaires. Ça va déterminer... presque, là, mais ça pourrait déterminer l'ordre dans les confrontations des trois autres séries dans l'Est, comme on dit. Alors, Toronto ou t'aimes pas? Toronto. Ah oui? Parce qu'on discrètement, comme ça, en fin d'épisode. Très, très mauvaise fin de saison pour le Lightning. Je sais bien. C'est depuis un mois et demi. Mais montrez-moi un bon gardien. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça, Martin? Mais attendons que la saison se termine. On aura le temps de réfléchir. D'accord. Martin Leclerc. C'était pas une prédiction officielle. Essayez pas de reprendre ça. C'est une réflexion. C'est un début de réflexion. On réfléchit à voix haute. C'est le luxe qu'on a. Puis surtout avec le manque de conviction avec lequel tu l'as dit, on comprend qu'il va falloir... Ça va falloir que tu réfléchisses. Ça, si on se souvient de ce qui s'est passé entre ces deux équipes-là la saison dernière, je suis d'accord. Ça va être difficile pour le Lightning, j'ai l'impression. J'ai le goût de dire qu'ils sont au bout de leur rouleau, mais je devrais savoir on mieux devrait que ça. jamais, c'est ça. Comme on dit en anglais, je devrais savoir mieux. C'est la petite mise en garde qui m'est venue en tête pendant que je parle. Gascon-Boston. Chaque fois que je suis sur le point de faire un énoncé important, je repense à Alexandre Gascon. Qui une fois a prédit comme un tata que les Bruins étaient finis. Au bout de leur rouleau. C'est dans la catégorie de A Walk in the Park. Ça vieillit bien quand même. Et ça vieillit de mieux en mieux. Comme... Ouais. Ils se sont fait un point d'honneur de me rouler dans la boue.
Alors, tiens, je commence avec toi. Alexandre Gascon est notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Merci infiniment, Alex. C'est un plaisir, messieurs, comme d'habitude. Et Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci beaucoup, Martin. C'est un grand bonheur, encore une fois. Je peux comprendre. Je salue à la production de cet épisode Benoît Durand et Jacques-Alexis Bernardin. Je m'appelle Alexandre Fall. Accrochez-vous, on est en série la semaine prochaine.